Alors pour beaucoup d'entre vous, Burkitt, c'est simplement un nom. Et j'ai voulu, on m'a demandé de faire une intervention, j'ai voulu illustrer un personnage pas très connu, qui est le découvreur du premier virus oncogène humain. Jusqu'à Burkitt, quand j'ai fait mes études de médecine il y a fort longtemps, on m'expliquait, en deuxième année ou en deuxième ou troisième année, on m'expliquait que les virus oncogènes n'existaient que chez les animaux, chez les oiseaux et chez certains mammifères, mais jamais chez les primates et jamais chez l'homme, et qu'il n'y en avait pas. Eh bien, c'est cet homme-là, un homme de terrain, qui a fait ce que j'appelle une humble découverte. Et je pense qu'il faudrait faire un jour une histoire des humbles découvertes, c'est-à-dire des découvertes qui sont faites par des cliniciens ou des épidémiologistes et qui ont des conséquences extraordinaires en termes de vie sauvée. Quand je suis arrivé en Afrique, Dieu, dans sa miséricorde, me permit de voir avec un seul œil des choses que mes prédécesseurs avaient manquées avec leurs deux yeux. En effet, Burkitt était borgne et pour quelques notes bibliographiques sur de sa biographie, Denis Burkitt est né à Dublin en 1911. Il a été dans une école qu'on appelle Portora Royal School, la même école, presque au même lieu exact que James Joyce et Samuel Beckett, je veux dire, et comment s'appelle-t-il Oscar Wilde, voilà, merci. Et ensuite, les trois ont été à Trinity College. Est-ce que c'était quelque chose de prémonitoire? Je ne sais pas. Alors, Burkitt est né dans une famille protestante très pratiquante d'Irlande du Nord. Son père était ingénieur et surtout c'était un ornithologue extrêmement réputé qui s'intéressait au comportement des oiseaux. Et en particulier qui faisait des cartographies. Il a toute une histoire d'ornithologue qui a profondément influencé son fils. À l'âge de 11 ans, c'était un élève moyen pour ne pas dire médiocre. Il perd un œil lors d'une rixe avec d'autres gamins. Et c'est une infirmité qui va profondément le marquer. À 18 ans, il se décrit comme timide, écorché, manquant de sens de l'identité et de la direction. Et après un échec pour devenir ingénieur comme son père, il rejoint une association protestante évangéliste et trouve sa vocation, devenir missionnaire presbytérien pour s'occuper des autres. Ce qui l'engage à faire ses études de médecine. Et il obtient brillamment son diplôme en 1936 à Trinity College de Dublin. Puis il se spécialise en chirurgie et en 1938, il obtient son agrément à la Royal College of Surgeons d'Édimbourg. Et puis il a envie de voyager et il veut aller vers le grand large. En 1938, il s'embarque très jeune, donc pour 5 mois, dans un cargo qui relie la Mandchourie. Puis il connaît une série d'échecs à cause du fait qu'il a presque 30 ans, en 1941, et qu'il est borgne. Il est volontaire pour être médecin en colonie, c'est non, à plusieurs reprises. Il est volontaire pour entrer dans l'armée britannique, c'est non, on lui refuse. Il en gardera une certaine amertume. En 1943, il est engagé finalement comme chirurgien militaire dans le Royal Army Medical Corps, et il est envoyé dans différents postes en Afrique de l'Est et à Ceylan. En 1946, il est accepté finalement au Colonial Office qui l'avait refusé à plusieurs reprises pour aller travailler en Ouganda. Et le voici arrivé, nous sommes en 1949, il rejoint une toute petite ville au nord de l'Ouganda que j'ai fléchée, qui s'appelle Lina. Dans cette ville, il est le médecin responsable d'un hôpital de 100 lits. Il n'y a que 2 médecins, il y a lui et un médecin africain qui travaille avec lui pour s'occuper de toute une région. C'est vraiment une époque héroïque. Et là, déjà, il montre ses talents d'observateur. Il observe de nombreux patients handicapés par d'énormes épanchements liquidiens du scrotum, hydrocèle, et dresse une cartographie de la maladie. Près d'un tiers des hommes de l'est du district de Lango, où est la ville de Lira, sont atteints et l'ouest est totalement épargné. Il suspecte un ver, microfilaire bien entendu, transmis par les moustiques. Et il fait sa première publication sur Primary Hydrocell and its Treatment, qui est acceptée dans Lancet en 1951. En 1951, c'est l'année où il est muté à l'hôpital de
Mulago, à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Alors là, au bout de quelques années, un jour, un de ses collègues lui envoie ce patient. Alors j'ai réussi, je pense que c'est la photo originale, j'ai réussi à retrouver par une collègue professeure chez nous qui est écossaise, et j'ai eu pas mal de documents photographiques. Donc voilà, il se trouve un jour voir en consultation un enfant de 5 ans, complètement défiguré par d'énormes tuméfactions et souffrant énormément. Je cite Burkitt, sa face est fortement gonflée, avec des lésions bizarres, envahissant les deux côtés de ses mâchoires, supérieures et inférieures. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Il est complètement abasourdi, il est démuni, et il fait des constatations cliniques très soigneuses, il prend des photos et il effectue une biopsie des lésions. 2 mois plus tard, il va faire dans la ville de Jinja, tout près de Kampala, à 80 km, il va faire un enseignement. Et on lui amène des patients au cours de cet enseignement, et on lui amène une petite fille qui a exactement les mêmes lésions faciales, plus une masse abdominale. Et l'évolution de ces 2 patients est catastrophique. Les tumeurs grossissent, elles s'étendent rapidement, les 2 petits malades meurent en quelques semaines. Alors là, il dit une curiosité pouvait survenir une fois. Il n'avait jamais vu une tumeur comme ça depuis qu'il était en Afrique. Les 2 cas indiquaient que c'était plus qu'une curiosité. Et alors il commence une enquête épidémiologique sur le terrain. La première chose à faire, c'est de regarder dans les archives de son hôpital. Il était persuadé qu'il ne trouverait rien. Eh bien, l'hôpital de Mango a été fondé par le docteur Albert Cook en 1897, et le fondateur de l'hôpital avait en 1904 observé quelques cas, pendant plusieurs années, quelques cas de ces tumeurs. Premier étonnement de Burkitt. Puis il retrouve d'autres observations quand il regarde toutes les archives jusqu'en 1956. On est en 1957. C'est un cancer rare dont la survenue est invariable dans le temps, suggérant que la maladie pourrait être due à des facteurs existants de longue date dans la région. Alors il reprend les rapports d'autopsie, il voit que les enfants ont des tumeurs dans les organes, notamment au foie, à la rate, au rein et au surrénal, et il retrouve les blocs anapathes et il les montre à ces anapathes qui font le diagnostic de lymphome envahissant. On lui signale que les cas sont inégalement répartis de ce cancer rare, qu'il y en a beaucoup plus au nord et à l'est qu'au sud du pays. Donc il y a une disparité géographique qu'il met en évidence. Alors ensuite, sans aucun moyen, tout ça il le fait seul, à ses frais, il envoie 1000 questionnaires aux hôpitaux et aux missions de l'ensemble du continent africain, et avec une lettre explicative et quelques photos des tumeurs, il obtient 300 réponses et il dresse une cartographie de la tumeur en Afrique. Il arrive à colliger 41 cas de lymphome touchant des enfants de 6 à 8 ans, dont la plupart meurent en quelques mois. Et alors il entreprend un safari, je dirais sauvage, quelque part de 16 000 km en 1957 avec 2 médecins qui l'accompagnent pendant 10 semaines dans une vieille camionnette Ford. Et là, il visite l'Ouganda, l'ensemble de l'Ouganda, le Kenya, le Tanganyika, la Rhodésie, le Nyasaland, tous ces pays ont maintenant plus ou moins disparu, ils ont changé de nom, le Mozambique, le Swaziland et le Transvaal. Il visite plus de 60 hôpitaux dans lesquels il recueille une moisson d'informations. La maladie sévit dans toutes les tribus et dans toutes les ethnies, dans une zone toutefois comprise entre le 10e degré au nord et le 10e degré au sud de l'équateur, ce qu'on appellera par la suite la ceinture des lymphomes. La tumeur n'est jamais retrouvée au-delà de 1500 mètres d'altitude, ni dans les régions où la température est inférieure à 15 degrés. Elle est fréquente dans les zones où il y a une certaine pluviosité. Il observe aussi que la distribution des cas est corrélée avec celle du paludisme. Je reviendrai peut-être à ça tout à l'heure. Il émet l'hypothèse d'un agent infectieux, dès 1957, transmis par des moustiques, et il pense, à tort, que ça peut être une épidémie de fièvre de Onyong, comme on dit, une maladie virale qui sévit dans la région des lymphomes. Et Burkitt publie ses résultats présente ses résultats dans un congrès de chirurgiens de l'Est africain à Kampala en janvier 58, et il conclut
de façon un peu prophétique, j'ai limité mes remarques presque entièrement aux faits observés et à la présentation du problème sans offrir de solution. Ma contribution envers le soulagement de ces enfants vous apparaîtra faible ou nulle. La plus grande contribution sera faite par ceux qui interpréteront la signification de ces faits et qui pourront, espérons-nous, découvrir un jour ou peut-être éliminer la cause de cette croissance tumorale. Il publie 38 cas avec les résultats ANAPAD dans le British Journal of Surgery, comme étant le cancer le plus fréquent en Afrique chez l'enfant. Il poursuit sa quête et republiera des résultats en 1961 qui, cette fois-ci, seront acceptés dans la revue Cancer. Alors, Burkitt a été plus loin. J'arrête mon histoire un instant pour vous dire la suite. Pendant que se passera la découverte du virus, Burkitt s'acharne à traiter ses enfants parce qu'il a des convictions à la fois religieuses, il veut absolument rendre service, il s'acharne à soigner ses enfants. La chirurgie, constate-t-il, est mutilante sans bénéfice, avec un bénéfice transitoire. La radiothérapie, ça donne de courtes rémissions. La chimiothérapie, oui, mais il n'a pas de produit, il n'a rien, et les anticancéreuses sont extrêmement chères. Alors il arrive à négocier avec les firmes pharmaceutiques pour avoir un petit peu de cyclophosphamide, de méthotrexate et de vincristine qu'on pouvait avoir à l'époque, en leur disant qu'ils n'avaient pas de radiothérapie et que la plupart de ces enfants n'auraient pas de chirurgie et qu'ils pouvaient donc tester éventuellement ces anticancéreux. Alors, comme il a très peu de médicaments, il va utiliser de faibles doses. Et il va montrer qu'une seule dose de cyclophosphamide guérit la tumeur. Les résultats sont extraordinaires, avec des rémissions définitives. Et voilà la photo que j'ai trouvée d'un enfant guéri de son lymphome de Burkitt. Et lors d'une conférence internationale à Kampala, en janvier 1966, il présente les observations de 12 patients guéris définitivement. Ce lymphome représente la seule tumeur curable par chimiothérapie avec une efficacité aussi remarquable. Alors, la découverte du virus de la tumeur de Burkitt. Burkitt, à la suite de son papier dans Cancer, est invité à faire des conférences à travers le Royaume-Uni. Et un jour, il est invité à faire une conférence au Middlesex Hospital, qui est à Londres. Et le titre de sa conférence, c'est « Le cancer le plus courant des enfants dans l'Afrique tropicale, un syndrome jusqu'ici inconnu, non reconnu ». Et lors de cette conférence, il y a dans la salle un virologue, Anthony Epstein, qui travaille dans un institut de recherche tout près sur des virus oncogènes du poulet. Et en l'écoutant, il est frappé par une chose, c'est la distribution géographique limitée de la tumeur et l'hypothèse infectieuse que Burkitt présente à chaque fois. Et Burkitt, il discute, il se voit à la fin du congrès, les congrès ça sert quand même, et Burkitt accepte de lui envoyer des biopsies de tumeurs congelées pour rechercher la présence d'un virus. Et pendant 2 ans, Epstein reçoit par des avions comme celui-là, qu'on appelle des comètes Havilland, des tumeurs qui arrivent congelées de Kampala par le vol de nuit. Ces détails ont une certaine importance, qui relie Kampala à Heathrow. Et avec une étudiante australienne, Yvonne Barr, il s'acharne pendant 2 ans à essayer de trouver dans les fragments de tumeurs qu'il reçoit, de trouver le virus. Il essaye de le cultiver sur des cultures cellulaires. Aucune des techniques classiques ne permet d'obtenir la prolifération d'un éventuel virus. C'est l'échec total. Il faut voir ce que ça peut représenter, 2 ans de travail avec toute l'énergie et on arrive à un échec. Et puis un jour, le hasard incroyable, dans cette affaire il y a beaucoup de hasard comme vous voyez, voir 2 enfants qui ont une tumeur très rare en 2 mois, voir ce qui s'est passé. Un jour il y a du brouillard et l'avion de Kampala est dérouté sur Manchester. Et bien entendu l'échantillon congelé se décongèle. Et quand il parvient à Londres, à Epstein, eh bien, le liquide surnageant est totalement trouble et n'importe qui aurait fait le diagnostic d'une contamination bactérienne et jeté immédiatement le tube. Lui, il regarde le tube, il l'examine et qu'est-ce qu'il voit dans le surnageant? Eh bien, surnageant, c'est des lymphocytes, c'est des lymphoblastes même, d'énormes cellules qui se multiplient. Et constate que cette opalescence est due à des cellules lymphoïdes. La tumeur, en fait, a commencé à croître parce que c'est des cellules tumorales qui ont une très forte capacité de proliférer.
Epstein amène le tube à Bert Achung, qui est un microscopiste électronique, et immédiatement dans ce prélèvement, il voit ce que je vous ai montré ici, des virus. Immédiatement, c'était bourré de virus, un virus inconnu, mais qui ressemblait beaucoup à un virus du type herpès, comme ceux de la varicelle ou de l'herpès labial. Et il publie ce premier papier, Virus Particles in Culture Lymphoblast from Burkitt Lymphoma, dans Lancet en 1964. Le virus Epstein-Barr était découvert. Alors c'était quand même une percée importante, parce que depuis 1908, date de la mise en évidence du premier virus de la leucose aviaire, un virus ultrafiltrable qui transmettait la leucose aviaire. Depuis la découverte de Raus du sarcome du poulet en 1911, on avait décrit toute une série de virus responsables du cancer du sein, du papillome du lapin, responsables de la tumeur mammaire de la souris, responsables du polyoma chez les rongeurs. Et puis, juste avant, en 1961, quand même un indice, on venait de trouver le SV40 chez les singes macaques, donc les primates pouvaient avoir des virus oncogènes. Alors, l'histoire ne se termine pas là, et à nouveau, le hasard va aider à comprendre ce qui s'est passé. Epstein collabore avec un laboratoire de Philadelphie, avec un couple d'Allemands qui se sont naturalisés américains, Werner et Gertrude Henle, qui reçoivent donc des cultures de lymphome que maintenant Epstein maîtrisait très bien. Et en 1966, les Henle tentent de cultiver le nouveau virus sur des lymphocytes normaux. Et à leur grande surprise, et un peu par hasard, ils constatent que les lymphocytes normaux deviennent transformés en cellules cancéreuses. Cancéreuses ou éternalisées, ce qui explique la genèse du lymphome. Donc ils montrent que le virus est capable de transformer des lymphocytes normaux en cellules éternalisées, capables de se répliquer comme des cellules cancéreuses. Et dans la même année, une jeune technicienne, Helen Hutching, qui manipulait la tumeur, le lymphome, les cellules du lymphome, fait une erreur de manipulation et se blesse. Et elle fait une séroconversion contre le virus Epstein-Barr, avec un taux très élevé d'anticorps contre ce virus, et elle développe une mononucléose infectieuse. Et là, ça a été publié en 70. Donc voilà que le virus qu'on appelle désormais Epstein-Barr est responsable d'au moins 3 maladies: le lymphome de Burkitt, 1961, la mononucléose infectieuse, 1970, et 10 ans plus tard, à la suite d'un travail d'épidémiologie qui a été fait en Chine, on découvre qu'il est également responsable du carcinome du rhinopharynx. Donc en fait, le virus Epstein-Barr est un virus extrêmement répandu. Chaque personne ici présente a été en contact avec ce virus et a des anticorps probablement après l'âge de 20 ans. Et c'est la maladie du baiser, on l'appelle, une maladie bénigne. L'apparition des lymphomes chez les enfants africains s'explique par la malnutrition, l'exposition intense au virus et l'effet immunosuppresseur de certaines infections comme le paludisme ou le polyparasitisme, ce qui rejoint les premières constatations épidémiologiques de Burkitt. Les lymphomes se développent aussi chez les sujets immunodéprimés, sidéens ou greffes d'organes. Et le cancer épithélial a été décrit donc en Chine à partir des années 80 et il est répandu en fait dans le monde entier, dans certaines régions. Et à la suite de ça, on s'est aperçu que de très nombreux cancers sont dus à des virus. Il y a le cancer de Burkitt, le lymphome de Burkitt, il y a le sarcome de Kaposi qui est également dû à un herpès virus. Il y a le cancer du foie qui est dû à l'hépatite B et à l'hépatite C chronique. Il y a le cancer de l'utérus qui a valu le prix Nobel en 2008 à un Allemand qui a découvert les papillomavirus en 1983 à l'origine des cancers de l'utérus. Il y a les leucémies lymphoïdes aiguës qui sont dues à HTLV1. Il y a le cancer gastrique dû à Helicobacter pylori, vous allez voir un topo au-dessus. Et puis, il y a notamment, et je ne suis pas exhaustif, le carcinome cutané de Meckel qui récemment a été lié à un polyomavirus. Donc, en conclusion, Dennis Burkitt, qui est mort couvert d'honneur en 1993, a découvert une tumeur inconnue sur le terrain. Il a contribué à la découverte du premier virus oncogène humain
alors que le dogme était qu'il n'y avait pas de virus oncogène chez l'homme. Il a permis de traiter et de guérir par chimiothérapie un cancer rapidement létal. Et je ne vous dis pas toute son histoire, mais il a fait d'autres découvertes, notamment il a montré l'intérêt, quand il est revenu à Londres, l'intérêt d'un régime sans fibres pour prévenir le cancer du côlon. Donc c'est une contribution très importante que je pense utile de connaître pour le grand public et pour vous. Voilà. Merci de votre attention. Un mot sur le cyclophosphamide. Burkitt a été amené à le mettre en œuvre, et par quelle démarche et sur quelle base antérieure a-t-il fait cette expérience? Je ne suis pas sûr qu'il pourrait faire la même démarche. Il voulait absolument faire quelque chose pour ses enfants. Donc, vous voyez que la radiothérapie et la chirurgie ne marchaient pas. Il savait qu'il y avait des anticancéreux qu'on commençait à utiliser, et il n'avait aucune. C'était de l'expérimentation humaine, hein, il faut être clair. Hein. Il a négocié avec les firmes d'avoir un peu de médicaments, parce qu'il n'avait aucun crédit. Tout ça a été fait sans aucun crédit. Et il leur a mis en évidence, il a mis en exergue le fait qu'il n'avait pas de radiothérapie, donc il n'y avait pas, pour montrer l'efficacité d'un traitement, il n'y avait pas de radiothérapie et pas de traitement conjoint, donc il pouvait donner des résultats particulièrement clairs. Il ne s'attendait pas à ces résultats-là. Et il a aussi, d'abord il a utilisé de fortes doses, puis il a baissé, il a utilisé de très petites doses, et une seule injection guérissait les enfants. Et après, il y a eu 3 publications. Alors en plus, quand on regarde les publications de Burkitt, on est frappé par une chose, c'est que ce n'était pas quelqu'un qui cherchait à publier. Il a fait ce safari, il a ramené beaucoup de données, il a publié le premier papier clinique, le deuxième papier avec l'anapathe, le deuxième papier qui était très anapathe, il n'a pas mis son nom dessus. Il n'a pas mis son nom sur le traitement qui a été publié 5 ou 6 ans plus tard, alors que c'est lui qui avait fait une grande partie du travail. C'est un homme assez désintéressé, enfin je crois très désintéressé même. Et il a fait un magnifique travail après sur la prévention du cancer du côlon, parce que les Africains ne font pas de cancer du côlon, et il le voyait sur le terrain, aucun Africain ne faisait de cancer du côlon, alors que quand il revenait en Europe, quand il allait à Londres, il y avait le cancer du côlon était déjà très fréquent. Et il s'est dit, il y a quand même des différences de régime. Et là, il a fait des expériences, il a publié, il a fait beaucoup de papiers épidémiologiques pour montrer qu'un régime sans fibres, ça prévient le cancer du côlon. Donc là, Monsieur Christophe, oui, on sait beaucoup plus que moi. Je voulais vous remercier, Monsieur le doyen, de cet exposé brillant. Effectivement, en matière de pathologie digestive, il a été un excellent observateur. Il avait remarqué que la diverticulose colique n'existait pas en Afrique parce que les gens mangeaient de grandes quantités de céréales avec des fibres. Et de la même manière, le cancer colique. Et tout ça, il l'a fait comme un médecin pas de campagne, mais de petit hôpital d'Afrique. C'est absolument extraordinaire à quel point cet homme avait une perspicacité. C'est dommage qu'il n'ait pas eu le prix Nobel, il le méritait. Oui, tout à fait. On pense que d'après les biographes et les livres que j'ai pu lire sur lui, c'est l'influence de son père. Il allait avec son père pour faire des études sur les rouges-gorges, et donc il avait un sens de l'observation extrêmement... Vous savez, vous voyez un malade extraordinaire comme ça, il a passé un temps fou, il a fait des photos, après il envoie 1000 questionnaires assez frais. Le safari, on lui a donné 30 livres, le MRC lui a donné 30 ou 40 livres pour faire le safari. Il l'a donc payé ses frais. C'est incroyable, quoi. C'est une histoire extraordinaire, je trouve. Hein. Humble découverte. Monsieur le docteur Bonichon, notre trésorier. Cher Patrick, est-ce que tu sais par quel mécanisme le virus est actif sur les lymphocytes ? Parce qu'il est connu depuis maintenant 50 ans presque. Oui, et tu ne nous as pas dit 2 mots sur ça. Alors, écoute, je ne suis pas un virologue, oncologue, mais on connaît le mécanisme. Il s'inclut dans les chromosomes et je pense qu'il dérégule des gènes de transformation. C'est connu, hein, c'est tout à fait connu et depuis longtemps, au moins depuis 20 ans. Hein, c'est parfaitement connu le mécanisme de la transformation et de la cancérisation d'Epstein-Barr. Actuellement, les publications sur le microbiome sont absolument... Je regardais PubMed hier, on en est absolument couvert. Le cancer du côlon est quand même le premier ou le second cancer dans notre pays selon le sexe.
On nous explique que dans 1 gramme du contenu fécal, il y a autant de bactéries qu'il y a de cellules dans notre cerveau. En général, quand il y a une bactérie, il y a entre 10 et 100 fois plus de virus. Et je voudrais savoir si, est-ce que vous êtes au courant de ce qu'on cherche, si on cherche ça pour le cancer du côlon et peut-être d'autres, évidemment. Alors, bien entendu, c'est une question tout à fait pertinente et je vous signale que je crois que c'est le 21 juin, d'ailleurs je suis l'organisateur, à l'Académie de médecine, on a une séance sur la flore digestive d'une part et le rôle de la flore dans le cancer du côlon, parce qu'il existe une hypothèse actuellement, il y a plusieurs publications qui tentent à démontrer, à l'instar d'Helicobacter pylori, qu'une infection chronique avec certaines bactéries, en particulier des bactéroïdes qui produiraient des toxines, entraînerait une inflammation chronique du côlon et serait un facteur de risque très important du cancer du côlon. En d'autres termes, comme aujourd'hui le cancer de l'estomac est en train de disparaître parce qu'on traite par les antibiotiques, l'ulcère du duodénum et les gastrites, eh bien peut-être qu'on va traiter par les antibiotiques un jour préventivement quand les bactéries en question. Alors ce serait des bactéroïdes, il y a une séance de l'Académie là-dessus. Et il y a aussi une hypothèse pour dire le rôle de la flore digestive importante sur l'obésité. L'épidémie d'obésité liée au fait que certaines flores absorberaient, détruiraient beaucoup plus le sucre et les peptides, tout ce que vous voulez. Et les gens qui l'ont peuvent manger ce qu'ils veulent. Les gens qui ne l'ont pas absorbent tout et deviennent obèses. Je suis réticent sur... je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais alors pour le côlon, c'est une hypothèse qui est très... il y a eu plusieurs papiers et on va essayer de faire une petite synthèse en invitant quelques spécialistes.